Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Président de la Commission, depuis la loi de 2005 posant le principe d'une scolarisation de droit en milieu ordinaire, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés a triplé. À la rentrée 2025, ils sont ainsi 500 020 à fréquenter un établissement scolaire. Fait nouveau, leur nombre est similaire dans le premier et le second degré, là où il y avait encore quelques années une évaporation au moment du passage dans le second degré. On constate désormais une capacité du système éducatif à les accompagner jusqu'aux examens. D'ailleurs, la hausse du nombre d'élèves dans le secondaire ainsi que d'étudiants en situation de handicap doit conduire à une adaptation de la scolarité inclusive. Je pense notamment à l'accompagnement lors des stages professionnels, mais aussi par le nécessaire haut niveau de maîtrise disciplinaire des personnes appelées à accompagner des jeunes en cycle terminal, voire dans le supérieur. Si tous nos groupes se félicitent des progrès constatés ces 20 dernières années, il me semble que nous partageons également un constat. L'école inclusive est au bord de la rupture. Si la scolarisation des élèves en situation de handicap est de plus en plus massive, la marche à franchir pour garantir leur accueil dans de bonnes conditions est encore haute. Aujourd'hui, nombreux sont les témoignages de souffrance que nous recevons de la part des élèves en situation de handicap et de leurs parents, des accompagnants de ces élèves, des équipes pédagogiques et de manière générale de toute l'institution scolaire. Je tiens à remercier la Commission de la Culture et son président Laurent Lafont, ainsi que les groupes de la majorité sénatoriale, d'avoir permis l'examen en séance du texte modifié en commission par mon amendement. Chers collègues, plusieurs d'entre vous ont fait part de leurs réserves et je ne doute pas que les débats que nous allons avoir dans quelques minutes seront âpres. Mais j'en suis convaincue et tiens à le rappeler solennellement à cette tribune. Le statu quo ne peut plus être de mise pour garantir une école inclusive de qualité. Pour répondre à ce défi, le groupe socialiste vous propose d'examiner, dans le cadre de son premier espace réservé de l'année 2026, un projet ambitieux, l'intégration des accompagnants d'élèves en situation de handicap dans la fonction publique. Les AESH sont devenus des acteurs essentiels de l'école inclusive. Aujourd'hui, 64% des élèves en situation de handicap font l'objet d'une notification d'accompagnement humain, soit près de 355 000 élèves. Ce sont 140 000 AESH qui les accompagnent au quotidien. Ils constituent désormais le deuxième métier de l'éducation nationale. Leur situation reste cependant précaire avec un salaire moyen de 850 €. Dans la plupart des académies, le contrat type proposé est de 24 heures d'accompagnement, entraînant pour la très grande majorité des AES un temps de travail incomplet subi. Par ailleurs, tant les syndicats que les collectifs d'AESH m'ont indiqué constater une dégradation de leurs conditions de travail. La mutualisation est devenue la règle, tout comme la forte augmentation du nombre d'élèves à suivre au sein d'une même semaine. Certaines AESH accompagnent ainsi plus de 10 élèves. Aujourd'hui, les AESH sont en souffrance. Les démissions sont nombreuses. La proportion d'un tiers de démissions entre 2020 et 2022 m'a été ainsi indiquée lors de mes travaux préparatoires. C'est une profession particulièrement confrontée à un turnover. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette proposition de loi. L'article 1er crée ainsi un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Je tiens à apporter un certain nombre de précisions à la suite de l'amendement que j'ai présenté en commission. Aujourd'hui, la loi prévoit déjà la possibilité pour les AESH d'intervenir, y compris en dehors du temps scolaire, tout comme la présence d'AESH pour accompagner des étudiants qui en auraient besoin. Le texte que j'ai amendé en commission ne conduit à aucune extension du périmètre d'intervention des AESH ni de transfert de compétences. J'ai entendu les inquiétudes des personnes auditionnées sur ce point. Il ne remet pas en cause la loi Vial. L'État continuera à assumer la charge financière de la prise en charge des AESH sur le temps méridien. Je souhaite revenir également sur les modifications qui concernent l'enseignement privé sous contrat.
ma proposition de loi conférait un statut de fonctionnaire aux AESH intervenant auprès des élèves scolarisés dans ces établissements. Cela renvoie à des débats qui dépassent largement ceux de l'inclusion scolaire. Mon intention n'est nullement de relancer à travers ce texte la guerre scolaire entre public et privé. C'est pourquoi je l'ai amendé. Le statut que je vous propose pour ces AESH intervenant dans les établissements privés sous contrat est directement inspiré de ce qui existe pour les enseignants de ces établissements. Ils ne sont pas fonctionnaires, mais des agents de droit public qui bénéficient des mêmes conditions de rémunération, de travail ou de fonction que les enseignants de l'éducation nationale. Les AESH intervenant dans les établissements de l'enseignement privé sous contrat bénéficieraient ainsi de conditions de travail équivalentes à celles de leurs homologues du public. En somme, c'est l'application aux AESH du principe de parité entre l'enseignement public et privé issu de la loi Debré. Pourquoi le groupe socialiste souhaite-t-il intégrer les AESH dans la fonction publique ? C'est d'abord une reconnaissance pour ces personnes devenues essentielles au fonctionnement de l'école. Elles représentent aujourd'hui le deuxième métier de l'éducation nationale. Il s'agit de sécuriser leur situation, d'améliorer leur rémunération et de créer des opportunités en termes d'évolution de carrière. Cette fonctionnalisation est de nature à renforcer l'attractivité et la professionnalisation de ce métier et à fidéliser les personnels. La création d'un concours permet également la définition d'un cadre unifié de recrutement et des compétences. Par ailleurs, l'article 4 pose la question du temps de travail des AESH. Il permet par dérogation à l'obligation annuelle de 1607 heures à leur futur statut de définir une quotité horaire inférieure tout en bénéficiant d'une rémunération à temps complet. C'est le cas, par exemple, pour les enseignants ou les chercheurs, mais aussi pour d'autres corps de la fonction publique. Le métier d'AESH va au-delà des heures d'accompagnement des élèves. Il inclut des travaux préparatoires, de la coordination entre les différents acteurs, enseignants, parents, et de la formation. L'ensemble de ces heures connexes doit davantage être pris en compte. Par ailleurs, il nous faut reconnaître la spécificité de ce métier difficile. On ne peut pas demander à un AESH de faire un temps plein, ce qui correspondrait à 39 heures par semaine devant élèves compte tenu des vacances scolaires. Certes, cette réforme a un coût conséquent, mais je tiens à souligner 2 points. D'une part, l'article L311-1 du Code général de la fonction publique. Il affirme que les emplois civils permanents de l'État sont occupés par des fonctionnaires. C'est l'un des principes du service public. Pourquoi l'école inclusive serait la seule à déroger à ce principe ? D'autre part, peut-on accepter que l'école inclusive tienne uniquement grâce à des personnes précarisées ? J'en viens à l'article 2 de ce texte. Il vise à un meilleur accompagnement des élèves malentendants. En 2019, on en dénombrait 7700 sourds scolarisés dans un établissement de l'éducation nationale. En complément de la langue des signes, il existe la langue française parlée complétée. Il s'agit d'une codification de la trentaine de sons existants dans la langue française, associée à la lecture labiale. Elle permet de lever les ambiguïtés sur les sons parlés. Les progrès techniques ces 30 dernières années sur les appareils et implants auditifs ont permis des avancées majeures pour l'oralisation des enfants sourds. Toutefois, pour avoir été enseignante, je sais qu'une classe n'est que très rarement complètement silencieuse. Cela conduit à des interférences qui imposent aux enfants une concentration supplémentaire. L'effort à faire est encore plus prononcé pour un jeune malentendant. C'est pourquoi le français parlé complété est un outil précieux qui offre à l'enfant un appui visuel et facilite son parcours scolaire. L'absence de mention de cette langue dans le Code de l'éducation entraîne des difficultés au quotidien dans son utilisation en milieu scolaire. Certains rectorats refusent la prise en charge d'heures de code en langue parlée complétée, tandis que d'autres le font, en déclarant son utilisation en tant que matériel pédagogique adapté. Le droit est pourtant clair.
La loi de 2005 permet aux personnes déficientes auditives de bénéficier à leur demande dans leur relation avec les services publics d'une traduction qui peut notamment prendre la forme d'un codage en français parlé complété. En outre, le mode de communication choisi par la famille doit être respecté par l'administration lors de l'élaboration des plans personnalisés de compensation. L'article 2 permet de clarifier le statut du français parlé complété et ainsi de mettre fin à ces inégalités territoriales. Cette inscription dans le Code de l'éducation est également un signal fort pour demander le déploiement des voies de formation. Actuellement, il n'existe que 2 licences professionnelles qui permettent de former des codeurs. Enfin, l'article 3 vise à instaurer une réflexion au sein des organes de délibération des collectivités territoriales compétentes sur la mise à disposition d'un local adapté aux différents dispositifs nécessaires à l'accueil des enfants en situation de handicap à cas de construction ou de réhabilitation d'un bâtiment scolaire dont elles ont la charge. En 2019, lors de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, le Parlement avait voté l'obligation pour les collectivités territoriales de tenir compte des recommandations de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement lors de la construction ou de la réhabilitation d'établissements scolaires dont elles ont la charge. Cet article est toutefois devenu caduc 1 an plus tard avec la suppression de cet observatoire. L'article 3 de ce texte propose qu'un vote ait lieu au sein des conseils municipaux, départementaux et régionaux sur l'opportunité de mettre à disposition un tel local. L'école inclusive ne se limite pas à l'accessibilité du bâti, comme me l'ont dit les associations, ou à la présence d'un accompagnement humain. De tels locaux pourraient par exemple être mis ponctuellement à disposition de personnels médico-sociaux, ergothérapeutes, orthophonistes, dans le cadre d'un parcours de soins d'un élève modifié par la MDPH. Certes, ce local ne résoudra pas à lui seul les questions de pénurie de ces personnels, particulièrement criantes dans certains territoires. Mais il me semble intéressant que l'école puisse faciliter ces parcours. Par ailleurs, de tels locaux permettraient le développement de dispositifs d'autorégulation pour mieux accompagner les enfants souffrant de troubles du développement. J'ai eu l'occasion de visiter à Grasse l'une de ces structures au printemps dernier en Côte-d'Armor. Celle-ci est née d'une initiative commune entre le maire et l'Éducation nationale, tirant parti d'une classe libérée du fait de la déprise démographique. Bien évidemment, il ne doit pas s'agir d'un local pour isoler l'élève en situation de handicap accompagné de son AESH, mais d'un lieu de rencontre avec les professionnels spécialisés. Je tiens à le préciser, cet article ne crée pas une obligation nouvelle pour les communes, départements ou régions de mettre à disposition ce local. Ce texte demande simplement que le débat ait lieu. Cet article s'inscrit pleinement dans la réflexion pour un renouveau de l'école inclusive que nous appelons toutes et tous de nos vœux lors des travaux en commission. Mes chers collègues, après un fort développement ces 20 dernières années, l'école inclusive nécessite désormais un tournant qualitatif. Pour moi, ce texte apporte une première réponse en permettant une reconnaissance et une amélioration des conditions de travail des 140 000 personnes qui sont présentes au quotidien dans les salles de classe pour accompagner les enfants en situation de handicap. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la façon dont une société inclut les personnes en situation de handicap est un indicateur essentiel de sa capacité à faire collectif, de son humanité et au fond de sa volonté de faire nation. L'école inclusive, largement plébiscitée par les Français, est au cœur du pacte républicain, en ce qu'elle permet l'intégration de tous les enfants au sein de l'école publique, creuset de notre cohésion nationale. Plus de 20 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, cette loi qui a consacré le principe de scolarisation des enfants en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire, beaucoup a été fait. Et aujourd'hui, 436 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés dans notre pays. Pour autant, de nombreux obstacles persistent, empêchant encore l'application pleine et entière de ce droit fondamental et ont pu faire dire que l'école inclusive est aujourd'hui à bout de souffle. Parmi eux, la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, est particulièrement préoccupante.
Cette profession, composée à 90% de femmes, est devenue la deuxième de l'éducation nationale par ses effectifs. Et elles sont aujourd'hui maintenues dans une précarité indigne, au mépris des personnels comme des élèves qui les elles accompagnent. Seuls 0,7% des AESH bénéficient d'un temps plein. Leur rémunération moyenne se situe en dessous du seuil de pauvreté. Leur formation initiale comme continue est profondément inégale, voire inexistante. Nous avons aujourd'hui une école inclusive qui ne répond plus aux besoins. La rentrée 2025 en a été une illustration dramatique. Près de 50 000 élèves en situation de handicap se sont retrouvés sans solution d'accompagnement humain auquel ils avaient droit. Derrière ces chiffres, ce sont des dizaines de milliers de classes, d'enseignants en difficulté, des enfants et des familles qui ont le sentiment légitime d'être abandonnés par l'éducation nationale. Alors face à cette situation d'urgence, l'intégration des AESH à la fonction publique au sein de la catégorie B s'impose comme un impératif. Et je suis obligée de rappeler à nos collègues qui s'interrogent sur les fondements, la possibilité, le sérieux de cette proposition qu'elle n'est pas portée uniquement par les sénatrices et les sénateurs socialistes. Cette demande, elle émane de l'ensemble des organisations syndicales de l'éducation nationale comme des collectifs qui regroupent les AESH. Et lorsque une revendication se structure, s'organise à la demande des principaux concernés, alors c'est qu'elle n'est pas complètement éloignée de la réalité. Alors permettez-moi de reprendre quelques éléments. Parce que cette intégration au sein de la fonction publique, elle permettrait d'harmoniser le recrutement et la formation, notamment par la mise en œuvre d'un concours. Aujourd'hui, la formation initiale de 60 heures que les AESH sont censés recevoir dès leur recrutement, elle souffre de disparités considérables selon les académies, parfois en présentiel, parfois en visioconférence, parfois très longtemps après la prise de poste, parfois pas du tout. Et au cours de nos auditions, nous avons pu le constater. Quant à la formation continue, elle est laissée à la seule appréciation des rectorats et des établissements. Et la mise en place d'un concours et d'une formation harmonisée, loin d'être une rigidité qui vient de nous être assénée par quelques intervenants, est au contraire ce qui permettrait de mettre fin à cette situation ubuesque qui constitue un frein majeur à la professionnalisation du métier. Ensuite, l'intégration à la fonction publique, elle doit permettre de mettre un terme au temps partiel subi. Parce que tout le monde, en tout cas dans les intervenants qui m'ont précédé, considère que ça n'est pas grave, que c'est une modalité de gestion qui finalement arrange bien l'institution et le système. Mais nous parlons des AESH, et les AESH elles-mêmes, elles sont contraintes d'être à temps partiel, elles sont contraintes de percevoir une rémunération qui ne leur permet pas de vivre, elles sont contraintes d'organiser leur temps de travail, non pas en fonction de leurs possibilités, mais en fonction de ce qui leur aura été demandé. Et vous nous dites que nous introduisons des rigidités, alors qu'au contraire, nous construisons un cadre stabilisé qui permettrait enfin à ces personnes de vivre dignement et d'être reconnues dans leur métier et dans leur professionnalité. Donc oui, c'est pour cela que cette intégration à la fonction publique, elle est absolument importante. Je le redis, il y a quelques années, des contrats à 31 heures existaient. Aujourd'hui, 90% des AESH sont recrutés sur des contrats à 24 heures. C'est une situation qui est incompréhensible, y compris au regard des besoins sur le terrain, car nous avons tous été sollicités par des familles, par des parents qui avaient eu une notification de la MDPH pour un certain nombre d'heures et qui se voyaient de fait attribuer une aide humaine avec un volume horaire largement inférieur aux besoins. Alors, cette proposition de loi, portée par les sénatrices et sénateurs socialistes et par Marie-Pierre Monnier, dont je veux saluer ici la ténacité et l'engagement de longue date sur ce sujet, poursuit un objectif que j'entends partager dans cet hémicycle, professionnaliser le métier d'AESH, le rendre attractif afin de mettre un terme à la crise des vocations et bâtir un système qui réponde enfin au service des enfants et de leurs familles. Finalement, mieux recruter, mieux former, mieux payer, ça rappelle un peu les solutions pour répondre à la crise de vocation des enseignants. Eh bien, nous proposons, somme toute, de répondre de la même façon à la crise de vocation des AESH. J'ai entendu la critique sur le coût, je me permets de rappeler, mes chers collègues. Est-ce qu'il est raisonnable de maintenir un statu quo et de dépenser chaque année plus de 3 milliards d'euros d'argent public pour un système qui ne fonctionne pas ? Pour un système qui abandonne un certain nombre de familles, d'enfants et d'enseignants? Non, il est de notre responsabilité d'avancer. Alors, mes chers collègues, et je terminerai par là, investir dans l'école inclusive, ça n'est pas un coût.
C'est un investissement indispensable pour l'avenir de notre pays. Et en votant cette proposition de loi, nous vous demandons de faire un choix politique clair, celui de réaffirmer en 2026 notre engagement sans faille pour le droit à la scolarité de tous les enfants, ce droit que nous avons les uns et les autres dans nos formations politiques accompagnés il y a de cela 20 ans.